Bonjour et bienvenue sur Contribution. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Contribution, c'est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Dans chaque épisode, nous mettons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou visionnaires. Nous explorons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Contribution, le rendez-vous mensuel pour tous les passionnés d'entrepreneuriat et de développement personnel. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un couple d'amis, des entrepreneurs qui ont su rebondir face aux défis de la vie. Vincent, toi tu es un entrepreneur dans l'âme qui a navigué à travers les hauts et les bas de la vie d'entrepreneur, apprenant à rebondir à chaque épreuve. Béa, toi tu es depuis toujours professeur d'éducation physique et sportive. Il y a 10 ans, je crois à peu près, on va peut-être pas dire jour pour jour, mais il y a 10 ans, tu as eu besoin d'un nouvel élan dans ta carrière et tu as entrepris dans la vente à domicile, dans l'univers du bien-être. Et en 2023, de nouveau ce besoin de challenge et tu t'es lancé dans la création d'un programme de remise en forme pour les femmes qui veulent vieillir avec énergie et surtout en harmonie. Ensemble, vous formez une équipe complémentaire et ça, je pense qu'on pourra venir sur le sujet. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de passer ce moment avec moi et de partager avec nous votre parcours, les leçons apprises en chemin. Bienvenue à tous les deux et je vous propose qu'on plonge sans plus tarder dans vos histoires respectives. Est-ce que déjà vous allez bien ? Oui. On va très très bien. Merci de nous accueillir sur ce podcast, Sabrina. Avec plaisir. Donc, ce que je te propose, Vincent, c'est qu'on puisse commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous raconter quel est ton parcours dans l'entrepreneuriat, puisque c'est vraiment le cœur de ton expérience professionnelle. Qu'est-ce qui t'a mis sur cette voie ? Pourquoi pas autre chose ? Alors moi, j'ai un parcours professionnel qui est bien particulier. J'aime à dire que je suis pire que les chats, ou mieux que les chats, je sais pas. Et j'ai plus de 9 vies jusqu'à maintenant. Je suis en fait arrivé dans l'entrepreneuriat tout à fait par hasard, mais avec un fort besoin d'indépendance et de liberté. Ce qui m'a d'abord amené dans l'entrepreneuriat, ça a été mes origines. Je suis originaire d'une famille très modeste, avec des revenus financiers relativement faibles, voire plus. Et donc ce manque financier, ce manque d'argent que j'ai vécu pendant toute ma jeunesse, m'a fait réfléchir et m'a donné envie de ne pas refaire vivre ça à mes enfants. Et donc, un de mes premiers objectifs très très jeune a été de travailler rapidement pour gagner de l'argent et me construire, je ne vais pas dire une aisance financière, mais plus avoir le nécessaire pour vivre confortablement. Deux petits exemples dans l'entrepreneuriat. Je pensais pas à l'entrepreneuriat à ce moment-là, mais j'ai commencé à travailler à 13 ans, ce qui est très très rare. Pour la petite anecdote, je travaillais dans un élevage de lapins et je nourrissais les lapins. Donc pendant que mes amis étaient en vacances en colonie, moi je travaillais les 2 mois d'été à 13 ans où j'y allais à vélo. Juillet et août, je me levais à 5 heures du matin pour être à 6 heures au boulot jusqu'à 10 heures le matin. Et ce qui m'a permis d'acheter mon premier vélo d'ailleurs pour y aller, puisqu'au début c'est mon père qui m'emmenait. Et ensuite je l'ai fait pendant 2 ans et arrivé à 14 ans ça m'a permis de m'acheter ma première mobilette, une vieille mobilette toute cabossée, toute rouillée, mais voilà. Et ça a été mes premiers contacts avec de l'argent sonnante et trébuchante que j'ai pu avoir dans la poche. Et ça m'a certainement rempli quelques cases. Et puis après, au niveau des études, j'étais pas un foot de guerre au niveau études. J'étais plus
le joyeux luron dans les salles de classe parce que ça me passionnait pas, et puis je voyais pas l'intérêt d'apprendre des cosinus et des sinus. Mais j'ai quand même eu mon bac, je me suis orienté sur des études de communication, et j'avais une passion, c'était la bande dessinée. Et donc, je me suis dit pourquoi pas partir sur cette branche-là. Et je suis allé m'inscrire pour le concours des Beaux-Arts. Et le lendemain du résultat du concours des Beaux-Arts, eh ben, j'ai été inscrit à Pôle emploi. Et j'ai trouvé un job, le job le plus simple qu'on puisse trouver facilement sans trop d'études adéquates, c'est commercial. Mais j'ai eu la chance d'être dans le monde de la communication quand même, puisque je vendais des espaces publicitaires. Ce qui m'a permis de valoriser, je dirais, ma passion du dessin, etc. Donc je vendais, plutôt que de vendre des espaces publicitaires, je vendais des plans de communication axés sur notamment la bande dessinée. J'ai vendu des bandes dessinées qui sont parues dans des journaux à des concessionnaires Peugeot, etc. Et j'ai eu une progression très rapide dans ce monde-là parce que ça fonctionnait bien. Et donc je travaillais pour le groupe Ouest France. Donc j'ai commencé à 21 ans. Au bout d'un an, j'ai été promu. Au bout de 22 ans, j'ai été promu. Je me suis retrouvé à Brest. Donc on n'a pas dit d'où on était, mais on est de Normandie comme vous. Et je me suis retrouvé à 400 km de chez moi. J'avais rarement été aussi loin. Dans une grosse équipe, ça a bien fonctionné, etc. Et à ce moment-là, j'ai un ancien directeur qui m'a proposé d'intégrer une entreprise qu'il était en train de créer dans le monde de l'édition, dans l'édition de guides touristiques, pour prendre la direction commerciale et la direction de la communication. Donc là, j'avais 24 ans. Et pour me motiver, il m'a proposé de devenir actionnaire. Alors, pour rien te cacher, j'ai pas fait d'études d'entrepreneuriat, j'ai pas fait d'études de commerce, donc j'ai jamais étudié l'entrepreneuriat ni le commerce. Donc moi, j'ai trouvé ça fantastique, quand je devenais actionnaire d'une entreprise, donc une entreprise qui m'appartenait en partie. Et je suis parti à fond dans cette entreprise. Comme tout ce que je faisais, et je le fais toujours à fond, j'y suis allé à fond, 7 jours sur 7, 10-12 heures par jour. Béa, qui pourra peut-être parler de ces moments-là, me donner des coups de main à décharger des palettes le dimanche, enfin bref. Mais malheureusement, je me suis pas du tout occupé, et j'en avais pas d'ailleurs l'autorité, puisque je n'étais pas gérant, hein, j'étais simplement actionnaire, de la gestion de l'entreprise. Et au bout de 4 ans, il y a eu un très gros dépôt de bilan, pour lequel, en tant qu'actionnaire, j'avais signé des papiers au niveau des prêts bancaires sans lire ni rien, parce qu'à 24, 25, 26 ans, voilà, j'étais dans l'euphorie et la dynamique de l'activité. Et on s'est retrouvé avec Béa, super méga endetté. La voiture y est passée, la maison y est passée. Schématiquement, je me suis retrouvé en slip. Comme on dit souvent, quand on est entrepreneur, il y en a énormément qui vivent les 3D, hein, le dépôt de bilan, la dépression et le divorce. Moi, j'ai vécu le dépôt de bilan, la perte financière énorme, la dépression, j'ai sombré grave. Et j'ai eu une chance terrible, c'est que je n'ai pas vécu le divorce, et ma chérie est restée à mes côtés, m'a soutenu pendant toute cette période qui était très difficile pour moi, mais qui était également pour elle, puisque voilà, pour aller boire un simple café, je devais lui demander 2 euros. Mais ce qui m'a toujours animé, et que j'ai toujours encore aujourd'hui, c'est ma détermination sans faille, quoi. Donc ne jamais baisser les bras, savoir rebondir et saisir toutes les opportunités. Donc là, il fallait que je me crée moi-même mes opportunités. J'ai enchaîné les petits boulots, des boulots de freelance, etc. Mais je pensais que l'entrepreneuriat était fini pour moi au regard de l'endettement, puisqu'on était parti avec des accords bancaires sur plus de 10 ans de remboursement. Et j'ai eu une opportunité qui m'a été proposée, qui m'intéressait vraiment pas, mais Béa m'a dit, de toute façon, t'en auras peut-être pas deux, donc prends-la. C'est qu'un politique, un député qui rentrait en campagne m'a tendu la main en me proposant de devenir son directeur de campagne. Je connaissais rien en politique et ça m'attirait pas du tout, et ça m'attirait pas du tout. Mais voilà, les besoins financiers étant là, il fallait mieux avoir un job que de pas en avoir.
Et donc, on est parti en campagne électorale. Il m'a expliqué que j'ai pas besoin de connaître la politique et qu'un politique, ça se vendait comme une machine à laver, ce que je savais faire puisque c'était mon métier. Donc, je l'ai vendu comme une machine à laver. Et il a gagné alors qu'il était donné perdant au moment que j'ai intégré la campagne. Il était tellement content de la collaboration, c'est que en buvant le champagne le soir de la victoire de l'élection, il m'a proposé de devenir son assistant parlementaire. Et là, c'était quand même autre chose parce que assistant parlementaire, c'est du droit, c'est quand même de connaître les rouages de la politique. Et il m'a dit non, 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 assistant parlementaire, c'est pareil. C'est tu supplées le parlementaire quand il est absent et c'est vraiment de la communication. Donc tu seras parfait là-dedans. Tu apprendras les rouages au fur et à mesure. Ce que j'ai fait, mais entre nous, j'ai été plus malheureux pendant 10 ans, puisque je l'ai fait pendant 10 ans, que heureux. Je me suis vraiment pas épanoui. J'en ai retiré des bons enseignements parce que être derrière le rideau, de voir tout ce qui se passe derrière, et on n'imagine pas ce qui se passe derrière, c'est très très enrichissant, hein, dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Puis 5 ans après, dans les coulisses de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce qu'un autre parlementaire qui venait de se fâcher avec son assistant parlementaire a demandé à mon parlementaire s'il était OK pour collaborer. Et donc je me suis retrouvé assistant parlementaire d'un sénateur et d'un député en même temps. Mais comme un accord, c'était prévu qu'au bout de 10 ans, date de fin de nos remboursements, je les quitterais et je les ai quittés vraiment heureux. Par contre, avec l'angoisse de savoir quoi faire après, je voulais pas repartir dans l'entrepreneuriat par rapport à ce que j'avais fait vivre à mon épouse, qui expliquera son parcours également, mais enseignante et fonctionnaire dans l'âme et pas du tout le goût du risque à l'époque et ce que je lui avais fait vivre, je le souhaite à personne de le faire vivre à son conjoint ou sa conjointe. Et c'est elle qui a bien vu que je ne pouvais pas repartir salarié, que j'avais besoin de liberté, que j'avais besoin d'exprimer mes idées, mes envies et surtout ma liberté. Moi, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Avant de faire quelque chose qui soit rémunérateur, j'ai besoin d'être libre. Ça, et, et l'idéal, bien évidemment, c'est d'être libre avec les finances qui suivent. Ça, c'est le mieux. Donc, j'ai un ami qui m'a proposé de construire une entreprise dans le monde de l'immobilier et du bâtiment. Son papa étant architecte, et un nouveau métier venait de naître, c'est le métier de diagnostiqueur immobilier. Et donc, on a créé une entreprise d'expertise immobilier d'un côté et de diagnostic immobilier de l'autre. Et donc, j'ai exercé ces fonctions pendant 10 ans à nouveau. Mais c'est pareil, c'était faute de mieux, puisque l'immobilier et le bâtiment n'est pas du tout ma passion. Alors, l'immobilier peut devenir ma passion, je pense, mais j'ai pas encore eu l'opportunité de pouvoir investir. Mais le fait de contrôler le côté thermique des maisons, contrôler l'installation électrique, le gaz, vérifier s'il y a de l'amiante ou du plomb dans les peintures, c'est absolument pas passionnant. Donc pendant 10 ans, faute de mieux, et ça a été rémunérateur, donc là on a commencé à se refaire une petite santé financière. Et puis on a eu l'opportunité, en vous croisant d'ailleurs, de découvrir un petit peu le monde du bien-être. Donc Béa en parlera certainement après, mais le bien-être, c'est quelque chose qui m'anime en permanence, hein. Je pense que ça anime toute personne d'être bien dans sa vie, bien dans ses baskets et en bonne santé. Et donc, on s'est lancé avec Béa et vous dans une entreprise de marketing de réseau avec un partenaire qui nous a fait découvrir un autre monde, mais surtout qui nous a ouvert les portes sur cet univers du bien-être et qui a commencé à nous ouvrir les portes d'une réflexion. C'est est-ce que justement le chemin que je cherchais depuis mes 13 ans, c'était pas celui-ci, construire de l'entrepreneuriat autour du monde du bien-être. Il y a 3 ans de ça, on a découvert le monde du chanvre et les bénéfices de cette plante merveilleuse décriée depuis plus de 100 ans. Une plante extraordinaire pour l'homme, pour l'environnement et la planète. Et avec Béa, on a décidé de concevoir un concept qu'on a appelé Bonheur de chanvre pour aider les personnes justement à les soulager de certains maux et de promouvoir cette plante, comme je le disais, pour ses bienfaits à la fois pour l'homme, mais également pour l'environnement et la planète.
Et depuis 3 ans, on développe cette activité. Entre-temps, j'ai stoppé la précédente entreprise parce que l'immobilier, comme tu le sais certainement, est en crise, donc c'était pas devenu simple. Et puis, comme je m'épanouissais pas, c'était la bonne excuse pour arrêter également. Et puis, on a lancé, tu en as parlé, hein, l'activité de BA, où moi je suis derrière le rideau sur toute la partie technique et communication, Femmes en Harmonie, et je laisserai BA présenter Femmes en Harmonie. Et puis, on a d'autres projets là qui sont en cours. Et puis, un autre projet pour lequel on est partie prenante, puisqu'on on a mis en place un partenariat avec vous, avec Femmes en Harmonie et autres, sur de l'affiliation et qui nous motive énormément parce qu'on est toujours dans le bien-être et apporter des solutions à des gens qui en recherchent, de qualité, avec les mêmes valeurs, de sincérité, d'honnêteté, hein, ce que j'avais perdu pendant 10 ans en politique parce que malheureusement, on parle de langue de bois, mais il n'y a pas que la langue de bois en politique, il y a aussi le mensonge, il y a aussi la trahison, il y a plein de choses et des valeurs qui ne me correspondaient pas. Et donc, depuis quelques mois, voire quand même quelques années, on retrouve une stabilité et surtout une orientation sur les différentes activités qu'on développe. On commence réellement à 55 ans à être en phase avec ce qu'on fait. On commence à trouver notre chemin. On commence à enfin récolter les fruits de ce parcours que j'ai essayé de raccourcir parce que quand je disais que j'ai eu 9 vies, j'ai fait plein d'autres choses. Hein. J'ai été dans le monde de la sécurité, des alarmes, des boissons, enfin bref. Et donc là encore, on a encore 2 projets qui sont pas encore nés, mais sur lesquels on est en train de travailler, ce qui va nous amener à mener entre 4, 5, voire 6 activités entrepreneuriales en même temps, mais toutes complémentaires les unes des autres. Et je vais conclure là-dessus, c'est que dans tous les enseignements que j'ai pu prendre, c'est que je pense qu'aujourd'hui, au niveau de l'entrepreneuriat, pour être vraiment efficace, et ça me parle aujourd'hui, c'est que lorsqu'on fait une action, l'idéal, c'est qu'elle amène 2 résultats. Je m'explique. Quand on fait une démarche vis-à-vis d'une rencontre, d'un rendez-vous, on y va souvent pour une raison. Et moi, je me suis mis en tête d'y aller à chaque fois pour 2 raisons. Et le fait d'avoir 4, 5 ou 6 activités dans le même domaine du bien-être fait lorsque l'on rencontre une personne, on n'a pas qu'une chose à lui proposer ou qu'une chose à évoquer avec lui. On peut en avoir plusieurs et comme ça on rationalise notre temps parce que dans tous les cas de figure, il y a au moins une ou 2 choses qui peuvent l'intéresser sur les 2, 3, 4 choses qu'on peut lui proposer. J'ai été bavard comme d'habitude. Non, mais c'est hyper intéressant, tu vois, quand tu dis, à 55 ans, on a enfin trouvé notre voie et tout ça. C'est, en fait, c'est le parcours d'une vie de se trouver et je pense que en fait, comme on évolue d'année en année, de dizaines d'années en dizaines d'années, on évolue et forcément, on n'est plus vraiment la même personne qu'à 20 ans, quand on a 30 ans ou quand on a 40 ou quand on en a 50. C'est, un peu la beauté de la vie et en même temps, c'est très parfois un peu déstabilisant et fatigant de se dire: «Bon, faut que je me retrouve encore», mais comme quoi, s'épanouir professionnellement, c'est pas, défini pour toujours. C'est comme tout, faut remettre en question régulièrement, ce qu'on fait et ce pourquoi on évolue chaque jour. On regarde souvent les grandes réussites ou ceux qui ont une réussite, je dirais, quasi immédiate. C'est très rare. Même ceux qui réussissent jeunes, quand on regarde bien leur parcours, même si c'est sur un temps beaucoup plus court que le mien, ils ont vécu des galères, ils ont eu des gros doutes, ils ont pour certains frôlé la catastrophe. Moi, j'ai plongé dedans, mais pour certains, ils l'ont frôlé et ils s'en sont sortis. Je pense qu'il faut toujours garder confiance en soi, ce qui est facile à dire et moins facile à faire. Travailler sur sa résilience, il n'y a que ça qui fonctionne, et jamais baisser les bras. Et on a un chemin à parcourir. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. C'est vrai que si on s'était libéré financièrement à 30 ans ou à 40 ans, ça serait certainement plus simple aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on n'est toujours pas propriétaire de notre maison. On a été propriétaire, on en a vendu 2.
pour pouvoir réinvestir, et on l'est toujours pas. Donc là, on s'est donné un gros défi, un gros challenge avec Béa, hein, c'est être libre et indépendant à 60 ans. Donc il nous reste 5 ans. Donc là, on construit, comme des jeunes de 20 ou 25 ou 30 ans peuvent construire. Nous, on construit en repartant pas de zéro, puisqu'on a tout notre acquis, mais depuis quelques années, on reconstruit comme si on avait 20 ans pour être libre à 60 ans, ce qui serait 30 ans pour un jeune qui aujourd'hui se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais, tout à fait et en même temps, tu vois, nous, on est propriétaires de notre maison et des fois, on se sent pour qui la liberté est quelque chose de très important, des fois, quand tu as une maison à toi, tu pas beaucoup plus libre que quand tu es locataire ou bah, tu as moins d'engagement quelque part, tu vois? Donc après il y a des questions d'investissement, de financement et autres, donc ça c'est encore une autre partie, mais quand tu prends l'aspect liberté, bah, des fois tu peux être prisonnier de ta maison. Alors la petite anecdote là-dessus, c'est que là, on s'est trouvé contraint et forcé de quitter le logement où on est. On n'a pas trouvé à acheter parce que on vit dans une région où soit c'est très cher, soit il n'y a rien. On n'a pas trouvé à louer, donc on a décidé de construire. Et donc cette maison qui est en construction depuis un mois sera prête au printemps 2025. On est dans une réflexion par rapport à ce que tu viens d'évoquer sur le fait de peut-être même pas l'habiter et de la revendre une fois qu'elle sera construite, parce qu'on se dit qu'à 55 ans, s'endetter pour 20 ans, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on n'a pas mieux à faire de cette manne financière que va nous coûter la maison pendant 20 ans par rapport à notre liberté? Et pour revenir à la comparaison que je faisais entre un jeune de 20 ans qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui arrive à trouver sa liberté financière à 30 ans, nous on se lance dans l'entrepreneuriat réel avec vraiment un chemin tracé depuis quelques années. On sera libre à 60 ans, mais comme tu le dis, est-ce qu'on sera réellement libre avec cette maison qu'on a sur le dos pour encore 15 ans lorsqu'on aura 60 ans? Donc c'est une réflexion qu'on a lancée. On ne sait pas encore. Mais nos lectures nous font quand même dire que c'est vrai que c'est un boulet au pied qu'on a, et d'autant plus que notre projet, c'est de voyager, ce qu'on n'a pas pu réellement faire pendant toute notre vie. À 60 ans, on va aller découvrir le monde avec nos yeux de 20 ans. Excellent. Bon, ma Béa, comment tu as vécu toi toutes ces expériences, dont Vincent parlait et qu'est-ce que toi en parallèle, où est-ce que tu en étais professionnellement? Comment tu t'es placée dans tout ça? Comme tu l'as dit au départ, enseignante, donc professeure d'éducation physique et sportive. Donc moi, j'avais vraiment un plan où je n'avais pas du tout programmé le fait d'être là maintenant. En fait, quelque part, ça a été alors, le fait de vivre avec un entrepreneur, ça ouvre quand même particulièrement les yeux sur le monde finalement, sur la vie, sur le fait de se développer, de se connaître. Et il est vrai que Vincent m'a emmené vers des univers que je ne connaissais pas et qui m'ont particulièrement touchée. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Quand on ne vit pas les choses, quand on est entre enseignants, c'est pas du tout la même vision que quand on est avec quelqu'un qui effectivement vit des choses différentes. Donc au départ, ouais, on s'est pris quand même des claques parce que j'ai vécu effectivement ce dépôt de bilan, ces difficultés, ce lot quotidien bien de se remettre en question chaque jour, parce que c'est vraiment une véritable remise en question. Et quand on est fonctionnaire, effectivement, on se pose pas toutes ces questions, vraiment. On est dans sa ligne, on se pose même pas ces questions-là, en fait. Et c'est pour ça je dirais qu'il y a un fossé entre mes collègues qui sont eux-mêmes enseignants et qui sont entre enseignants. On n'a pas du tout le même état d'esprit, et c'est vrai que j'ai évolué considérablement par rapport à ma pratique, par rapport à la vie, tout simplement. Et il est vrai que j'ai eu, je dirais, cette crise de la quarantaine. Alors moi, j'ai démarré peut-être plus tard ce fait de me poser des questions sur mon avenir professionnel.
J'avais à l'âge de 42 ans, enfin donc j'ai démarré tout de suite après mes études. J'avais donc 22 ans, j'ai eu mon CAPES et puis bon j'ai eu un poste. Tout allait très bien. J'étais j'étais épanouie parce que je voulais enseigner, je voulais apporter des choses aux jeunes dans le fait de bien s'épanouir physiquement et tout ce que ça pouvait apporter en tant que pédagogue dans le fait d'enseigner l'éducation physique et sportive. Et puis à l'âge de 42 ans, j'ai fait le point. Ça faisait 20 ans que j'enseignais. Donc, je disais avec Vincent, waouh, ça fait déjà 20 ans, chouette, déjà 20 ans, et j'ai encore 20 ans à faire. Et en fait, c'était le encore qui était trop. Et je ne me voyais pas continuer ce chemin, même si j'ai fait énormément de choses, et c'est pour ça que je ne suis pas restée dans le fait de l'éducation physique et sportive. J'ai mené des projets théâtre, j'ai mené des projets voyage. En fait, tout autour de mon métier d'enseignante, j'ai aussi développé d'autres capacités, d'autres façons d'emmener les élèves dans l'épanouissement d'eux-mêmes finalement. Mais à 42 ans, j'avais envie de voir autre chose. Et avec Vincent, on en parlait. Je voulais faire autre chose. Alors, me lancer dans quoi? Alors là, la grosse angoisse, me lancer dans quoi? Être entrepreneur? Quoi? Moi? Mais moi, je suis pas capable. Quand on est dans un processus enseignant, on se dit, je sais pas faire autre chose. Je ne saurais pas faire autre chose. Et finalement, effectivement, on a découvert une autre activité dans le développement personnel et aussi dans l'équilibre alimentaire. Et ça m'a ouvert des portes à la fois pour moi, à travers les livres qu'on a lus sur le développement personnel, comme quoi on peut s'ouvrir à autre chose. On a des compétences, on a des connaissances, on est capable de se réaliser par soi-même, de s'épanouir, d'apporter des choses aux autres. Et ça a été une révélation quelque part pour moi, de se dire, je suis capable d'entreprendre, oui, je suis capable en me formant. Et donc pendant 10 ans, ça a été une évolution pour moi, une évolution personnelle, le fait de dire, je suis capable d'entreprendre aussi. Avec Vincent qui était dans son histoire aussi. Et effectivement le bien-être, alors l'équilibre alimentaire, ça me parlait parce que c'est complètement en lien avec le sport, la santé, la forme, le bien-être. Et donc ça a été une démarche très très intéressante. Et puis c'est là que j'ai évolué personnellement. Et puis après petit à petit, ce projet a évolué. J'ai développé via les réseaux sociaux des conseils, des astuces. Alors tout ça, le fait de développer cette activité m'a permis de sortir comme on dit, de ma zone de confort, être en mesure de faire des choses que je n'avais jamais osé faire des vidéos, de monter sur scène, de faire des formations. Voilà, il y a plein de choses que j'ai pu réaliser et que j'aurais jamais été capable de faire. Et que tu avais peur de faire. Et que j'avais peur de faire, oui. Tu as eu première évolution de ta carrière professionnelle à tes 42 ans, quand tu as voulu amener autre chose que l'enseignement. Au final, tu as démarré dans l'entrepreneuriat en vente directe, dans l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce qui fait, il y a quelques mois, en 2023, cette envie également de faire évoluer une seconde fois ta carrière professionnelle avec la mise en place d'un programme de remise en forme, de Femmes en Harmonie? Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce besoin? Et comment tu as construit ce nouveau projet? Parce que là, ça, c'est un projet que tu construis toi à 100%. Donc, comment tu as construit ce projet? Donc, il y a un an, j'ai voulu mettre en avant, j'ai voulu apporter des choses de par mes connaissances, mes compétences sur le fait de bien bouger, sur le développement personnel, sur le mindset, puisque moi-même, j'ai évolué dans ce sens-là, j'ai apporté, ça m'a aidé dans mon évolution personnelle. J'ai souhaité petit à petit, apporter des conseils, des astuces en créant une page qui s'appelait à l'époque Énergie, Forme et Bien-être, parce que c'était vraiment pour moi les trois
trois manières finalement de pouvoir évoluer personnellement. Et puis petit à petit, en apportant des conseils, des astuces, progressivement, j'ai mis en place donc une page qui s'appelle Femmes en harmonie parce que finalement, notre bien-être, et je m'adresse principalement aux femmes de plus de 40 ans, qui est finalement ce que nous, on peut vivre, nous les femmes, à partir d'un certain âge, généralement la quarantaine, c'est là que notre corps change, on bouge, on a une vie qui change avec le départ des enfants, peut-être plus à 50 ans, 60 ans, les changements hormonaux avec la ménopause, etc. Et je souhaitais finalement apporter des conseils, des astuces pour aider les femmes à développer leur bien-être à travers justement ces trois piliers que sont le mindset, comment avoir une attitude mentale positive, et ça, il faut le nourrir régulièrement, le bien bouger, parce que l'activité physique est indispensable si on veut vieillir en bonne santé, mais il est vrai que si on a un mindset qui est négatif, comment on va avoir l'envie de bouger et aussi l'envie de bien manger, puisque l'alimentation est un rôle important finalement. En fait, ces trois piliers ont un rôle, à mon sens, hyper important pour vieillir en bonne santé. Et l'idée de cette communauté, c'est vraiment apporter à la fois du contenu éducatif de par mes connaissances, mes compétences, de pouvoir amener donc sur ces trois éléments finalement, le bien penser, bien bouger, bien manger, de pouvoir être une communauté de soutien, de pouvoir avoir des femmes qui cherchent justement du soutien dans ce qu'elles peuvent traverser par rapport aux maladies, par rapport à la perte d'un proche, par rapport à des femmes qui peuvent être séparées de leur conjoint. Il y a plein de situations qui fait que pour nous les femmes à partir de 40 ans, on a besoin de prendre soin de nous. Et il est vrai que quand on a des enfants, eh bien, à 20 ans, 30 ans, 40, jusqu'à 40 ans, on s'occupe surtout de nos enfants. Et on est finalement la dernière roue du carrosse, on s'oublie quelque part. On a la famille, on a le travail, on a tout ça à gérer. Et finalement, on s'oublie quelque part. Et je pense que bien au contraire, c'est à partir de cet âge-là où on peut se dire, mais et si je pensais à moi? Et si je... Mais souvent, on est souvent très seul, finalement. On a peu de personnes, on cherche du soutien, on cherche peut-être des contacts. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire avec Femmes en harmonie, c'est de créer vraiment une communauté de soutien où chaque femme, avec leurs soucis, avec leurs problèmes, avec leur histoire, j'ai envie à travers peut-être aussi, et je suis en train de mettre en place des interviews avec des professionnels de santé, avec des professionnels de bien-être, pour qu'ils nous apportent des solutions et qui peuvent nous aider, toutes femmes en fait, pour nous épauler, pour nous guider, pour bien évoluer, tout simplement, et pour s'épanouir aussi surtout, parce que c'est pas parce qu'on a 40 ans, 50 ans, 60 ans que on n'aspire pas au bonheur, tout simplement, à être bien dans sa peau, être bien dans sa tête aussi et bien vieillir en bonne santé. C'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe. C'est plus chez les femmes que chez les hommes. Mais beaucoup de femmes estiment qu'à un certain âge, leur vie est finie. Donc, elles s'autorisent plus, à partir d'un certain âge, à être heureuses, à s'épanouir, à faire des choses qu'elles ont jamais vécues ou jamais faites. Alors que nous, grâce à Femmes en harmonie, on voit des choses extraordinaires, des femmes qui sautent en parachute à 75 ans, quoi, pour la première fois de leur vie. Et je pense qu'il faut rien s'interdire. La vie, tant qu'il y a un souffle, elle est là. Et l'épanouissement, il va jusqu'au dernier jour, à la dernière minute et à la dernière seconde. Et on peut s'éclater dans la vie, quel que soit son âge, et notamment pour les femmes, autant que les hommes. Et c'est ça qu'on a envie d'apporter, c'est des histoires inspirantes de chacune dans leur histoire, puisqu'on a tous une histoire qui nous est propre. Et le fait d'entendre ces histoires peuvent inspirer d'autres à se dire, mais et moi, je suis en mesure aussi de trouver ma voie, de m'épanouir, quel que soit notre âge. Femmes en harmonie, c'est donc une communauté sur les réseaux sociaux. Ce sont des interviews que tu mènes, c'est plein de conseils que tu donnes sur des vidéos en ligne, et il y a aussi un programme que tu as lancé en mars, je crois que c'était en mars. Est-ce que ce programme, c'est quelque chose que tu lances
ponctuellement et où les gens doivent respecter certaines dates pour s'inscrire? Est-ce que c'est un programme qui est ouvert tout au long de l'année pour quelqu'un qui voudrait l'intégrer un peu plus tard, ou comment ça fonctionne? C'est un programme que j'ai lancé en mars. C'était 21 jours pour retrouver le chemin de ton bien-être, avec des vidéos sur l'alimentation, sur le mindset, comment gérer son anxiété, son stress, des petits exercices qui permettent effectivement de gérer tout ça, plus des vidéos de renforcement musculaire. Alors, je l'ai fait ponctuellement parce que j'ai, en parallèle, j'avais vraiment l'idée avec Vincent aussi de pouvoir vraiment construire un blog qui s'appelle Femmes en Harmonie. Donc, un blog beaucoup plus complet, puisque l'idée, c'est vraiment d'apporter des interviews, d'apporter des vidéos beaucoup plus longues, parce que, bon, les réseaux sociaux, effectivement, c'est des petites vidéos très courtes, comme les shorts, en fait, les reels, qui permettent d'attirer sur des conseils, des astuces, mais l'idée, c'était aussi, avant tout, aussi de pouvoir exprimer autrement par des vidéos plus longues avec ce blog. Donc, le blog qui est vraiment le cœur, finalement, de ce que j'aimerais mettre en place pour les femmes. Et donc, on va avoir davantage de vidéos, d'interviews, d'articles aussi sur les 3 aspects, encore une fois, le mindset, l'alimentation et aussi le bien bouger. Mais effectivement, ce programme, je vais le relancer à un autre moment, un petit peu plus tard. Oui. Mais là, je me concentre sur ce blog et parce que j'ai envie effectivement de le développer davantage, parce que je suis sûre il y a énormément de femmes qui sont en demande. Pas plus tard que le week-end dernier, en ayant une discussion avec une femme un petit peu plus âgée que nous et qui me disait donc je lui racontais qu'est-ce que c'est Femmes en Harmonie, et elle me dit si j'avais su que l'existence de ce blog, ça m'aurait bien aidé. Elle traversait un moment de sa vie qui était pas facile, donc elle avait à peine 60 ans. Elle venait de divorcer, ses enfants, ses 2 filles quittaient la maison et elle se battait contre un cancer. Donc elle me dit, ça a été pour moi très très dur, très compliqué de vivre cet épisode de ma vie, et c'est vrai que j'aurais connu l'existence de Femmes en Harmonie, ça m'aurait peut-être aidé, soutenu. Et d'ailleurs, je vais d'ailleurs l'interviewer, elle va raconter son histoire. Et c'est ça qui est génial, c'est que le fait de rencontrer des femmes avec des histoires inspirantes, c'est d'avoir vraiment une belle mission de vie, je dirais, parce que de par mon métier en tant qu'enseignante, en tant que pédagogue, c'est ça qui me botte aussi, c'est le fait d'accompagner, le fait peut-être d'apporter des choses de par mes compétences, et de pouvoir mettre en lien peut-être à travers les interviews des professionnels de santé qui peuvent aider chacune d'entre nous à vivre bien, à vivre mieux, en tout cas leur vie, tout simplement. Comme tu le disais, je pense qu'à juste titre, on se complète bien. Béa, c'est clair dans sa tête ce qu'elle veut apporter aux femmes en comparaison à ce qu'elle a vécu, mais bon, elle n'a pas encore vécu la période de la soixantaine, etc., qui est encore une autre période où beaucoup de femmes se sentent inutiles parce qu'on arrive à la retraite, et beaucoup de gens pensent que quand ils y sont pas, la retraite c'est génial, et puis quand ils y sont, ils se sentent inutiles par rapport à la société. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on maîtrise pas, mais je pense que Béa sera à même de pouvoir accompagner ce type de profil. Mais l'idée sur laquelle on est parti pour parler de la partie entrepreneuriale, c'est aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui donnent tout et n'importe quoi. Donc c'est de créer vraiment cette communauté dont tu parlais, de femmes qui se sentent peut-être un peu seules, qui voudraient faire partie d'une communauté de partage, où d'un côté il y a Béa qui donne des informations, qui donne des conseils, qui donne des tips, des petites choses au quotidien qu'on peut mettre en place pour être mieux, pour aller mieux, et en parallèle de faire des accompagnements un peu plus poussés, un peu plus personnels. Donc là, les 21 jours pour retrouver le chemin du bien-être, c'était une première tentative que Béa a souhaité lancer, qui est très bien, et je pense que ce programme-là, elle va le relancer, mais on va être vraiment à l'écoute de la communauté, enfin Béa va être à l'écoute de la communauté. Le prochain accompagnement qu'elle proposera, elle demandera avant à la communauté de quoi elle a besoin, de manière à s'adapter complètement aux besoins. Alors, on est dans le monde entrepreneurial, donc il faut bien que Béa vive de cette activité, mais le but, c'est vraiment de se coller aux besoins et non pas imposer quoi que ce soit. Et Béa a déjà plein d'idées. Elle a envie de faire des séances, par exemple,
d'activité physique sur chaise. C'est une chose qui est toute simple, mais on sait aujourd'hui que plus on prend de l'âge, plus le corps a du mal à répondre lorsqu'on veut faire de l'activité physique, et donc moins on en fait. Ça va jusqu'à des personnes qui sont prises d'arthrose, ce qui est un peu le mal lié à l'âge. Plus on a d'arthrose, moins on bouge, alors que plus on a d'arthrose, plus il faudrait bouger justement pour huiler entre guillemets ses articulations et aller mieux. C'est une demande d'une part, et puis c'est une réflexion que l'on a. Et BA proposerait un programme complet pour chaque jour faire 5 à 10 minutes d'activité physique très facile, assis sur une chaise et qui fait bouger l'ensemble. Donc Béa, toi, tu es la tête d'affiche de cette communauté, tu es celle qui incarne l'image de cette communauté, mais vous travaillez ensemble sur ce projet. Je pense, Vincent, que tu es un petit peu en arrière. Qu'est-ce que c'est pour vous de travailler en couple? Pour beaucoup de gens, ça relève c'est un challenge qu'il faut mener au quotidien. Moi, je connais bien l'univers du travail en couple, je sais ce que c'est. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour maintenir un peu l'équilibre ou comment vous faites pour travailler à deux, en fait? Quand je travaille avec Béa, je vois Béa comme une collaboratrice, comme une associée. Quand on est en dehors du business et de nos activités entrepreneuriales, eh ben, je la vois comme ma femme, la mère de nos enfants, etc. Donc moi, j'arrive. Autant je dis que j'ai qu'une vie et je mélange aussi bien ma vie personnelle que professionnelle, mais quand je travaille avec Béa, je scinde la chose en deux. Alors c'est difficile parce que c'est vrai que avec sa femme, on a tendance à moins mettre de forme, peut-être lorsqu'on échange et qu'on communique. Donc là-dessus, je travaille énormément. Mais je pense que comme on a deux profils vraiment différents, c'est là qu'est intéressante notre complémentarité. Si ma femme avait été entrepreneur comme moi depuis l'âge de ses 24 ans, je pense qu'on n'aurait pas cette complicité, cette complémentarité. Béa, elle apporte par rapport à nos activités liées au bien-être, c'est elle qui est le plus, comme tu le dis, la vitrine, qui va au devant, qui est dans la relation avec les affiliés de Femmes en Harmonie, avec toutes ces femmes, voilà, et toutes nos autres activités, c'est un peu la même chose. Donc elle s'occupe vraiment de la relation, et moi je m'occupe, comme j'ai pu le faire dans cette période de vie en politique, je suis derrière le rideau. Donc moi je m'occupe plus de la technique, de l'organisation, des finances, de l'orienter parce que on vient toujours à la même chose dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi le côté rentabilité. Ça serait génial si l'argent n'avait aucune attache avec ce qu'on a envie de faire. Donc il faut entre ce qu'on a envie de faire, ce qui nous passionne, et ce qu'on peut faire parce que y a une rentabilité, il faut trouver le juste milieu, travailler avec passion sur quelque chose qui est rentable. Donc moi je suis là pour orienter Béa sur ce côté-là, apporter la partie technique, communication et entrepreneuriale. Et puis je m'estime aussi un petit peu le formateur de mon élève nouvelle entrepreneuse qui apprend vite, qui se transforme, qui déploie ses ailes. Elle était chenille, elle se transforme en papillon, mais elle reste toujours égale à elle-même. Elle donnera toujours plus, même si je lui explique que il faut quand même respecter entre guillemets un taux horaire, etc., etc. Elle ne saura jamais respecter ça, je pense. Mais c'est bien aussi. Et puis moi, je pense que à partir du moment où on veut créer une communauté, il faut donner plus que ce qu'on vend. Et c'est comme ça aussi dans le monde de l'entreprise que l'on fidélise une clientèle ou une communauté, comme c'est le cas là. Donc déjà, on donne gratuitement. Il faut savoir donner pour recevoir. Il faut savoir semer pour récolter. Je pense qu'en donnant plus, on fidélise plus. Le bouche-oreille, c'est le meilleur outil marketing qui existe. Donc à partir du moment où on donne plus, on parle plus de nous. On parle plus de la communauté. On parle plus de nos autres activités à côté. Et donc on en récolte toujours les fruits après, mais on récolte les fruits. Effectivement, Vincent a beaucoup plus. Il a l'expérience de l'entrepreneuriat, du quota. Voilà, il faut ramener de l'argent. Enfin, parce que on est dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça c'est encore quelque chose que je n'ai pas encore. Je ne fonctionne pas comme ça, mais c'est ma façon de fonctionner. J'apporte le côté humain, pédagogue, les connaissances. J'utilise finalement mes connaissances. Alors, Vincent est beaucoup plus perfectionniste sur le fond, sur la technique, la partie technique. Donc ça, je lui laisse parce que il est doué. Et moi, je m'occupe plutôt de l'humain finalement,
de la relation que je peux avoir avec la communauté, et c'est ce qui me plaît en fait. C'est ça qui fait la force aussi de ce projet, et que ce projet reste vivant, c'est que on évolue, on avance, chacun à sa manière. On a tous les deux des progrès, on a tous des axes de progrès, et on s'entraide finalement mutuellement, l'un et l'autre, parce qu'on veut avancer dans la même direction. Où on est en phase, et je pense que, par exemple, dans l'entreprise d'expertise immobilier que j'avais créée, je pense qu'on se serait certainement moins bien entendu parce qu'on n'était pas sur nos valeurs. Là, on est sur les mêmes valeurs de vouloir donner pour demain recevoir. Sur ce point-là, et on est vraiment en phase. La difficulté, en fait, que moi je peux rencontrer avec Béa et que Béa rencontre, c'est la difficulté que tout le monde rencontre entre le moment où on a été salarié pendant longtemps et le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que quand on est salarié, en fait, comme à un enfant, on lui dit ce qu'il doit faire, à quelle heure et comment. On est entrepreneur, personne vous dit à quelle heure, quoi et comment. Ce n'est que de l'initiative, de la vision, et Béatrice a encore du mal à basculer là-dessus. Mais moi, je suis tous les jours à lui rappeler et qu'elle doit construire Femmes en Harmonie comme si Femmes en Harmonie était déjà une grande communauté de 10 000 personnes, même si on est à 16 000 followers sur Facebook. Mais moi, je pense que c'est ça la grosse différence entre un salarié et un entrepreneur. C'est le salarié est très terre à terre, il voit son travail au jour le jour, alors que l'entrepreneur, il travaille sur ce qu'il a en vision, comme si cette vision était déjà présente aujourd'hui. Dans votre parcours d'entrepreneur ou dans vos différents business, quels ont été les plus grands défis que vous ayez eu à relever? Le plus gros défi à l'heure d'aujourd'hui, c'est la liquidation d'entreprises pour lesquelles j'étais actionnaire. Et je me considérais entrepreneur alors que je l'étais pas. Moi, j'étais le directeur commercial et le directeur communication. Je faisais bien mon taf. J'étais super fier de moi, comme je crois que je l'ai pas encore été à l'heure où je te parle. On était connus dans toute la Bretagne puisqu'on couvrait toute la Bretagne. Du jour au lendemain, l'entreprise a été liquidée et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec les huissiers à la maison. Donc il fallait qu'on vende tout rapidement, sinon c'était saisi et c'était vendu des copinettes. Donc ça a été très très lourd. On venait en plus juste d'avoir notre premier enfant, Nathan avait quelques mois, donc super compliqué. Et puis moi j'ai sombré dans la dépression à dormir 20 heures par jour sur 24. Je me levais juste pour aller aux toilettes. Je faisais même plus ma toilette. Enfin, je suis sombré vraiment très très bas. Donc moi, c'était un gros défi, mais je pense que le défi, il a été plus important pour Béa parce qu'elle subissait ça. C'est-à-dire que moi, j'étais au lit quand elle partait au boulot le matin, et quand elle rentrait le soir, j'étais encore au lit, quoi. Donc, et on s'est retrouvé avec un endettement. Donc, à l'époque, c'était encore en francs. On était à 1 million de francs, c'est-à-dire 150 000 euros aujourd'hui. Quand on se retrouve sans revenu, à part un revenu d'une jeune fonctionnaire qui débute et à rembourser 150 000 euros, on ne voit plus son avenir, là. Donc ça a été vraiment un très très gros défi. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai eu un déclic dans la tête et j'ai dit pour mon fils, pour ma femme, je peux pas continuer comme ça. Et je suis sorti de mon lit et j'ai retroussé mes manches et c'est reparti, quoi. Donc ça a vraiment été le plus gros défi en tant qu'entrepreneur et en tant que mari, et le plus gros défi dans le couple, puisque je le répète, mais moi j'étais dans mon lit, donc je le subissais peut-être un peu dans ma tête, mais c'est Béa qui l'a subi de plein fouet, sachant qu'elle n'y était pas du tout préparée. Puisque si on devait subir une nouvelle liquidation, elle pourrait comprendre. Là, à 28 ans, elle a pas compris ce qui lui arrivait, quoi. C'est se prendre un train en pleine figure, quoi. Je pourrais jamais être autant reconnaissant de ne pas m'avoir abandonné à ce moment-là, parce que moi je sais pas ce que je serais devenu. Finalement, c'est notre capacité à rebondir. Comment on rebondit face à ça? Soit on s'écroule, et voilà, on a deux choix dans la vie. Effectivement, c'était dur sur le moment, mais il fallait rebondir. On avait un enfant, il fallait avancer. Ce qu'on a découvert sur le développement personnel, puisqu'on n'y lisait pas, on n'y connaissait rien, si on avait été dans le développement personnel à ce moment-là, ça nous aurait beaucoup aidé. Aujourd'hui, on relativise tout. Le développement personnel, on savait même pas ce que c'était et ce que ça voulait dire, développement personnel. Nous, on était dans le schéma classique que schématiquement, on fait des études, on devient compétent, on a un métier, on bosse pendant 40 ans et on a la retraite. Moi, comme je le disais, je me suis formé sur le tas et je me forme encore sur le tas dans les échecs et dans la difficulté parce que on m'a jamais donné les clés. J'avais un père qui rêvait qu'une chose et malheureusement, il est décédé très jeune à 52 ans et j'aurais voulu lui montrer
le chemin qu'on a parcouru, et malheureusement, je pourrais jamais lui montrer. Mais il ne rêvait que d'une chose, parce qu'il trouvait son fils tellement fou dans sa tête qu'il voulait qu'il soit fonctionnaire à la Poste pour qu'il soit casé, tranquille, jusqu'à sa retraite. Et c'était son rêve à mon père, que je passe le concours de la Poste. Bon, aujourd'hui, la Poste n'a pas la renommée qu'elle avait à l'époque, mais la Poste, c'était la fonction publique royale, quoi. C'était le chemin. Tu rentres à la Poste, tu as un chemin royal jusqu'à la retraite qui est tracé, quoi. Je pense qu'on doit intégrer le fait que pour s'épanouir, il faut apprendre tout au long de la vie. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, apprendre, s'enrichir par les livres et par les autres, c'est ce qu'il y a de plus beau. On parlait du chemin de l'épanouissement, mais c'est le chemin du bonheur. Tout le monde rêve d'être heureux et de trouver le bonheur. Et le bonheur, on le trouve en grandissant pour soi et pour les gens qu'on côtoie. Et c'est en côtoyant des gens qu'on s'enrichit des autres. Et ça, c'est donné à tout le monde. Là, c'est pas propre à l'entrepreneuriat. Par contre, pour l'entrepreneuriat, c'est indispensable. On ne peut pas entreprendre tout seul dans son coin en pensant qu'on est le plus grand, le plus fort et qu'on y arrivera tout seul. Ce qui a été mon cas malheureusement pendant longtemps. Ça a été le cas à l'époque de l'entreprise qui a été liquidée quand on avait 28 ans. Ça a été encore un peu mon cas après la période politique parce que voilà, j'avais pas découvert tout ce qu'on découvre quand on ouvre un bouquin qui nous a été conseillé par quelqu'un qui a vécu des choses et qui nous conseille de lire tel ou tel bouquin. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui, je reviens à ça, à 55 ans, de vivre une deuxième jeunesse. Je reprends le chemin du début que j'aurais dû prendre dès mes débuts à 20 ans. Et je reprends ce chemin. Pas à pas, on met une brique l'une sur l'autre pour construire ce chemin de manière à atteindre cette liberté, cette indépendance qui va nous mener au bonheur. Même si on est très heureux aujourd'hui. Vous parlez pas mal de lecture, de développement personnel. Si vous aviez 1 ou 2 livres à conseiller à quelqu'un en dev perso qui vous ont particulièrement impacté, ce seraient lesquels? Alors moi, j'en ai un sur lequel je travaille encore et encore et encore. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie parce que je parlais des relations humaines. Moi, c'est pas du tout mon fort. Moi, j'ai un fort caractère et quand on n'est pas d'accord avec moi, c'est compliqué. C'était compliqué. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. C'est un des livres qui a été les plus vendus au monde. Donc, il date pas d'hier parce qu'il doit dater de 1925 de mémoire. Mais c'est un livre qui a fait la fortune de beaucoup de personnes parce que quand on les applique, ça change complètement notre univers, notre environnement et notre monde et surtout notre relation aux autres. Comme tous les bouquins, on peut lire un bouquin et passer à un autre. Mais l'idéal, c'est quand même de prendre le bouquin et de mettre en application. C'est toujours la même chose, hein, théorie, action, action, théorie. C'est bien d'apprendre, mais si on met pas en pratique, ça sert pas à grand chose. Et mettre en pratique, si on n'apprend pas, on va dans le mur. Donc, se former et mettre en musique ce qu'on a appris, c'est vraiment capital. Et dans ce bouquin, c'est petit à petit. Hein, il y a 32 chapitres de mémoire. Les 32 chapitres, c'est des vraies pépites qui nous amènent des relations saines et sereines. Très bien, merci. Béa, t'en as un autre, toi? Ouais, c'est ce que je suis en train de relire pour la 2e, 3e fois, peut-être. La magie de voir grand. C'est le fait d'avoir un impact et que c'est notre façon de voir les choses. Et souvent, on voit trop petit alors que on peut voir autrement. Et c'est une gymnastique de l'esprit, finalement. C'est des exercices à mettre en pratique régulièrement. Et ça demande aussi de la pratique. Le fait il y a la théorie, mais après, c'est le fait de l'intégrer dans sa vie, la magie de voir grand, parce qu'on peut tous voir grand. Tout dépend de la manière dont on se perçoit nous-mêmes, la connaissance de soi, le fait d'être confiante en soi et en son avenir et en sa capacité d'évoluer aussi. Moi, j'en rajouterais 2 autres pour rejoindre Béa. Les gens ont du mal à voir grand et à rêver grand, tout simplement parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on sait que 90% de la population est salariée, et quand on est salarié, on voit au jour le jour. Et la magie de voir grand, justement, c'est d'avoir de la vision et bien évidemment, le monde, c'est pas faire une journée. Donc, si on voit grand, c'est pas le lendemain qu'on va obtenir le rêve que l'on peut avoir. Et donc, les 2 bouquins qui se regroupent, et en lire un seul, ça peut suffire. C'est L'effet cumulé et Le léger avantage, qui expliquent que
c'est beaucoup plus productif de faire quelque chose 10 minutes, un quart d'heure ou voire une demi-heure tous les jours, mais tous les jours réellement, que de faire quelque chose pendant 3 heures une fois par mois. L'exemple concret qu'on peut prendre et que tout le monde va comprendre, apprendre une langue et faire de l'anglais pendant 3 heures le samedi sera beaucoup moins productif que de faire un quart d'heure, une demi-heure d'anglais tous les jours. D'une part, ça va plus facilement s'intégrer dans sa vie en le mettant dans une routine quotidienne. Alors, avec Béa, nous, on a l'habitude de faire des routines matinales, d'un bouquin qui s'appelle Miracle Morning, et depuis, on les a vraiment intégrés sur le bien penser et le bien bouger. En intégrant dans ces routines quelque chose qui peut durer entre 5 minutes à une demi-heure, comme des exercices physiques, de la lecture, des affirmations positives, etc. Et de l'anglais, ce que j'ai intégré depuis un certain temps, de l'anglais ou une autre langue, ou peu importe ce que vous voulez apprendre, vous le faites tous les jours, et au bout de 2 mois, vous verrez que vous imaginez pas où vous serez arrivé. C'est assez extraordinaire. Mais commencez par lire un des 2 livres, l'effet cumulé ou le léger avantage. Moi, je trouve que le léger avantage est un peu plus digeste et se lit plus facilement et plus souple dans la lecture que l'effet cumulé, mais les 2 sont vraiment très bien. Un petit peu chaque jour, c'est toujours mieux que beaucoup une seule fois. C'est plus digeste et en plus, ça devient des habitudes, des routines, des choses qui sont après des réflexes, des automatismes. Donc ça demande beaucoup moins d'efforts. J'ai une phrase qui résonne dans ma tête là au moment où je t'en parle, d'un certain Nicolas Fleury, qui nous a répété. Je connais pas. Non, tu connais pas. Qui nous a répété à qui voulait l'entendre que une petite devinette, c'est comment on mange un éléphant. Et pour que celui qui a du mal à voir grand, il se dit un éléphant, on pourra jamais le manger. Si, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur la conclusion de cet épisode. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré et puis longue vie à Femmes en Harmonie et tous vos projets. Le podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que contribuer, ça veut dire pour vous ? Alors, contribution, pour moi, c'est avant tout le partage, finalement. On a tous une mission de vie, après qu'on l'ait trouvée ou pas. Contribution, c'est partager, c'est donner un petit peu de chacun, puisqu'on est tous reliés finalement les uns aux autres et que à travers finalement chaque personne qu'on côtoie dans la vie, on a tous à apporter quelque chose pour les uns, pour les autres. Et chaque personne que l'on rencontre à travers nos activités respectives, chaque personne nous apporte quelque chose. Et c'est ça, moi, je trouve, la contribution. Autant ce que toi, tu partages, Sabrina, Nico, avec ce podcast, mais toutes les choses qu'on écoute, qu'on lit, on est tous reliés les uns et les autres. Et pour moi, c'est le partage. C'est ce qui c'est ce qui me parle en premier. La contribution, c'est vraiment le partage. Je savais que tu allais nous poser la question, puisque tu la poses à la fin de chaque podcast. Donc, moi, je pense que c'est pour moi ma contribution ou la contribution, c'est d'avoir un impact et une connexion. C'est pour moi la volonté et la capacité d'apporter quelque chose de positif au monde qui nous entoure, à travers nos actions, nos paroles, nos idées. C'est être conscient qu'on a un pouvoir d'influence et la responsabilité, bien évidemment, qui en découle. Parce que certains n'en ont pas la conscience, justement, de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et parce que quand on parle de contribution, ça peut être aussi une contribution négative. Donc, il faut faire réellement attention à l'impact qu'on peut avoir dans cette contribution du monde qui nous entoure. C'est également reconnaître la valeur de chaque personne et chercher à soutenir, à inspirer, à aider les autres, non pas en leur imposant, mais simplement en peut-être les guidant, si eux le désirent, à réaliser leur plein potentiel. Ce que Béa fait avec Femmes en Harmonie, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui se dévalorisent, ont un manque de confiance en elles, alors qu'elles ont un potentiel. On a tous un potentiel, et moi je pense que Femmes en Harmonie est une énorme contribution pour toutes ces femmes qui doutent d'elles
sont un peu seuls dans leur univers et ont besoin de s'ouvrir vers l'espoir et révéler justement leur plein potentiel. Mais ça va au-delà de l'individu. Pour moi aussi, la contribution, pour moi, c'est un engagement envers la paix. C'est trop triste de voir que après ce qu'on a vécu avec la Seconde Guerre mondiale et ce que mon grand-père m'a raconté de tout ce qu'il a vécu, de voir qu'en Ukraine, en Palestine, etc., les êtres humains continuent à se taper sur la tête envers l'environnement de notre planète qu'on est en train de détruire. Et je pense que on doit tous contribuer. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas conscience de tout ça. Et donc, schématiquement, c'est de choisir consciemment de laisser une empreinte positive une fois qu'on sera parti. Donc, si je résume, pour moi, contribution, c'est un acte d'altruisme et de solidarité qui doit transcender les barrières, qui doit unir les êtres humains dans un but commun, créer un monde meilleur pour tous, où la paix, l'harmonie et la prospérité est au cœur de nos préoccupations. C'est beau ce que j'ai dit, hein? C'est beau, c'est bien. Je l'avais écrit, hein, parce que comme je savais que tu allais nous interroger là-dessus, je l'avais écrit. J'ai triché. Ça, c'est aussi une qualité que l'entrepreneur doit avoir, ne jamais être pris au dépourvu. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour la fin? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose que vous vouliez dire ou nous inviter à faire? Voilà, si vous voulez conclure cet épisode, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je dirais déjà merci de nous accueillir, et parce que en écoutant effectivement tes autres podcasts, on apprend chaque jour des uns et des autres. Et si nous, on peut apporter quelque chose pour, ne serait-ce que pour des hommes et des femmes qui ont envie aussi d'avancer, qui se posent peut-être des questions, que ce soit la crise de la quarantaine ou une autre crise, peu importe. Mais si on peut aussi nous contribuer à donner envie, peut-être à des personnes de se lancer, d'évoluer, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir avancer dans la vie. Et il n'y a rien de plus pétillant finalement que de se remettre en question chaque jour, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer personnellement, professionnellement, parce que voilà, on n'a qu'une vie et on apprend toute sa vie. Et je le dis à mes élèves qui sont collégiens, je leur ai dit, l'école n'est pas une fin en soi, tu vas apprendre toute ta vie. Et c'est ça que j'ai envie de, peut-être à travers ce podcast, de donner envie aux gens d'avancer, d'évoluer personnellement, parce que c'est ce qui rend la vie beaucoup plus épanouissante. Merci Béa. Moi, pour commencer, je te remercier, toi et Nico, de la belle amitié que vous nous donnez, et de tout ce que vous nous apportez. Et puis, par rapport aux personnes qui vont écouter le podcast, que la personne soit entrepreneur ou salarié, peu importe, moi, je suis resté là-dessus et je continuerai jusqu'à la fin de mes jours là-dessus. C'est de semer. C'est demain qu'on récolte. Et pour les salariés qui souhaiteraient, qui s'épanouissent pas dans le salariat, ou pour les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés, osez, essayez, faites, n'attendez pas. Il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui. Si vous osez demain, vous aurez perdu une journée. Et le temps est trop précieux. On a assez parlé de nos 55 ans, on n'a plus 20 ans. Mais osez, dans tous les cas de figure, et ça, je terminerai par citer Nelson Mandela, soit on gagne, soit on apprend. Et on a besoin d'apprendre pour gagner. Donc, dans tous les cas de figure, osez et vous avancerez. C'est certain. Écoutez, en tout cas, merci à tous les deux pour ce moment partagé. Et puis nous, on se retrouve pour la suite de nos folles aventures. Et on souhaite à tout le monde plein de bonnes choses pour la suite des événements. Merci à tous les deux.